Et donc, j'ai demandé à Erwan Ler, qui est le chef de service de la médecine intensive du CHU de Brest, qui est également le directeur du CESIM. Et donc, à ce titre, il est très impliqué dans la prévention des risques et notamment des facteurs humains des risques. Donc, notamment au CESIM de Brest, il proposait une formation, un e-learning sur la question. Et donc, j'ai demandé à Erwan, qui est également pratiquant de la plongée tech et de la plongée en recycleur, de nous présenter un petit peu les facteurs de risque humains d'erreur, finalement, et donc impliqués dans la gestion des risques en plongée. Je te remercie, Erwan, de participer à notre webinaire et je te laisse donc la parole. Donc, bonjour à tous, merci beaucoup de l'invitation. Oui, donc comme l'a dit Anne, je suis chef de service de médecine intensive et réanimation, donc on s'occupe essentiellement de Covid en ce moment. Et je suis également directeur du centre de simulation en santé. Et le centre de simulation en santé, l'idée, c'est de mettre les gens en situation, dans une situation la plus proche possible de celle d'intérêt, non pas pour leur apprendre la pratique, mais justement pour travailler sur tous ces facteurs humains pour limiter le risque en particulier. Alors, dans les thèmes que j'ai envie d'aborder, il y en a déjà deux très importants qui ont déjà été abordés par Julien Leblond, donc ça me permettra de pas les aborder, mais c'est dans les facteurs humains essentiels pour limiter les risques, il y a le briefing et la communication. Ça, c'est des éléments essentiels, mais il y a aussi tout un certain nombre d'autres facteurs humains à prendre en compte, comme la prise de décision, la conscience de la situation, qui sont des choses totalement interdépendantes. On parlera également d'un des démons de cette conscience de la situation qui est la normalisation de la déviance, qui est malheureusement assez fréquente et qui génère beaucoup d'accidents. Un tout petit peu des checklists, ça a déjà été bien abordé, mais je reviendrai sur quelques exemples historiques et un petit peu sur le travail d'équipe. Mais juste avant de parler de la gestion des risques, je pense qu'il faut vraiment faire un petit focus sur la notion d'erreur. Donc, oui, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de vous en parler. Donc, ça, c'est la présentation de notre centre de simulation. On a en particulier une plateforme de secours en mer dans laquelle on reproduit les environnements et on travaille beaucoup en ce moment sur la gestion des accidents, la prévention des accidents de plongée. Et on a quelques fiches de formation courtes. Et on a en plus un module en e-learning avec l'adresse ci-dessous auquel vous pouvez vous inscrire si ça vous intéresse. C'est une façon d'aborder les thèmes d'aujourd'hui de façon un peu plus longue. Donc oui, voilà, donc ce que je voulais d'abord commencer par dire, c'est vraiment de se focaliser sur cette notion d'erreur parce que je crois que c'est vraiment le nœud du problème. On a toujours beaucoup de mal à accepter de faire des erreurs. Pourtant, il y a eu énormément d'études, en particulier en psychologie cognitive, qui ont vraiment prouvé qu'on fait tous des erreurs. Et par heure d'activité humaine, on sait qu'on fait au minimum de 3 à 6 erreurs par heure d'activité. Ça, c'est une grande constante. Et bien entendu, toutes ces erreurs ne conduisent pas à un accident. Mais il faut bien accepter le fait que nous faisons tous des erreurs lors de nos activités. Il faut aussi bien comprendre que ces erreurs, elles ne sont pas monomorphes et on reviendra très longuement là-dessus. Ce n'est pas toujours le même type d'erreur, ce n'est pas toujours parce que je ne connais pas quelque chose que je fais une erreur. Et surtout, il faut aussi accepter le fait que l'expérience ne suffit pas à éviter les erreurs. Et là, je montre l'exemple du crash du B-17 qui sera d'ailleurs à l'origine de l'utilisation des checklists en aviation civile, mais encore une fois, militaire plutôt, mais civile également après. Et on reviendra longuement là-dessus. Donc ça, c'est vraiment la constante. Je vous l'ai dit, les erreurs, elles ne sont pas monomorphes. Alors, il y a des erreurs non intentionnelles, c'est des erreurs d'attention, des erreurs d'inattention. On dérape par rapport à une procédure, on a oublié de faire quelque chose, mais il y a aussi des erreurs qui sont des actes intentionnels. Ces actes intentionnels, c'est je fais volontairement quelque chose parce que je n'avais pas la connaissance, donc c'est les erreurs de connaissance, ou je n'ai pas appliqué la procédure, mais il y a également des violations. Alors, de façon exceptionnelle, il y a quelques sabotages, c'est clairement pas le cas le plus fréquent, mais il y a aussi des violations et des violations routinières, et les violations routinières en particulier dans l'application des checklists, ou en particulier qui génèrent ce qu'on appelle la normalisation de la déviance, et on va en parler. Donc, il y a plein de types d'erreurs totalement différentes, et donc ce qui implique forcément qu'on ne peut pas toutes les gérer et toutes les traiter de la même façon. Puis surtout, il ne faut pas oublier le fait que les erreurs, elles sont endogènes au plongeur lui-même, mais elles peuvent être également exogènes, c'est-à-dire liées à l'environnement ou liées aux autres membres de votre palanquée ou même
à l'équipe qui va préparer tout votre matériel. Donc, juste pour illustrer ça, c'est une petite illustration. Donc, on sort d'une plongée sur le Numidia. On a attendu nos collègues. Donc, il y a Stéphane Laménardi en ligne là, qui filmait tout ça. On est à peu près à 50 mètres. On voit nos collègues qui remontent du fond de 85 mètres. Puis moi, j'attends. Et puis, je commence à me faire prendre par le courant. Et vous voyez, brutalement, j'ai ma valve de surpression qui s'ouvre. Donc, j'entends un grand boom. Je vais regarder ma valve de pression de diluant et là, je me rends compte que je suis passé brutalement à 130. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai perdu ma capacité de diluer mes gaz alors qu'on commençait déjà à se faire prendre par le courant pour aller sur l'épave suivante. Donc, ça, c'est un accident plutôt assez inquiétant, plutôt assez stressant. On est quand même à 50 mètres. J'ai plus que 30 bars de diluant. Donc, je réalise les procédures standards, je ferme mes robinets, je vérifie l'O2, la PPO2, je me rends compte que ce n'est pas un problème d'oxygène, que c'est vraiment un problème d'air. Et là, je décide d'une procédure de secours. En l'occurrence, là, je décidais de passer sur mon bailout et en essayant de le brancher sur la clarinette. Et c'est là que commencent à s'enchaîner ces erreurs. On était en voyage croisière, je n'avais pas mes détendeurs et donc je me rends compte à ce moment-là, c'était la première plongée qu'on faisait, que je n'ai pas de direct system, donc je ne peux pas connecter mon bailout sur ma clarinette, donc je décide de passer sur bailout seul, ça c'est pas forcément grave. Et c'est là qu'on se rend compte aussi qu'on va être obligé de mutualiser nos gaz. Et l'importance du briefing, c'est qu'on n'en avait pas forcément discuté assez longtemps à l'avance. On s'était jeté à l'eau, il faisait beau, on était tous très contents de faire notre belle plongée. On s'est rendu compte, effectivement, nos bailouts de 6 litres, ils étaient clairement insuffisants. Alors, tout de suite… Pardon, Erwan, est-ce que tu as moyen de projeter en plus grand ta diapo parce que Ah non, malheureusement, je ne peux pas. Je crois qu'on m'a déjà dit que c'était lié à la taille de mon écran. D'accord. C'est trop grand. Alors, bien entendu, il y a toujours des gens qui vont dire que j'aurais pu faire autrement et que j'ai certainement pas fait la meilleure chose qu'ils pouvaient faire. Alors, en particulier, j'aurais pu décider de remonter simplement sur mon oxygène. Voilà, mais il faut juste pas oublier que ces chaînes d'erreurs, elles sont jamais identiques, elles surviennent jamais aux mêmes personnes et il y a toujours la notion de stress qui est importante. Donc, on revient là-dessus après, on va essayer de décortiquer un peu cette chaîne d'accidents. Alors, la cause de l'accident, on l'a bien investigué après. Mes détendeurs n'avaient pas été révisés depuis 2 ans et 1 mois. Donc, j'avais dérapé d'1 mois. Et puis surtout, comme vous voyez sur les filtres, ils étaient totalement encrassés. Alors, si on essaye d'analyser cette chaîne des erreurs, c'est juste pour vraiment accentuer le fait que c'est un enchaînement d'erreurs polymorphes qui peut vous mener à l'accident. Donc, pour analyser les erreurs, on peut utiliser un modèle classique qui est ce qu'on appelle le modèle de Horizon ou le modèle des tranches de Gruyère. Donc, la première erreur, c'est bien entendu de ne pas avoir révisé les détendeurs dans un délai adéquat. Donc, ça, c'est une erreur qui est endogène, c'est clairement de mon fait. La deuxième erreur, et ça, elle est totalement exogène, c'est que la majorité des détendeurs, au bout de 2 ans, ils ne sont pas encrassés, surtout quand, comme moi, on gonfle avec filtre et surfiltre. Jamais je ne gonfle sans filtre et sur filtre, sauf que là, dans les 2 mois précédents, j'étais allé en Malaisie, j'avais fait gonfler mes blocs dans le centre qui, a priori, n'utilisait jamais de filtre. Et c'est vraisemblablement pour ça que mes filtres étaient totalement encrassés. Donc, ça, c'est déjà 2 erreurs qui se succèdent. Autre erreur, c'est qu'il n'y a pas de direct system sur mes bailout. Donc là, on pourrait dire que c'est une erreur exogène. C'est la personne qui m'a fourni les détendeurs ne m'avait pas installé de direct system. Alors, c'est aussi endogène parce que j'aurais dû le vérifier. Nous aurions dû tous le vérifier. Puis, vous voyez qu'au fur et à mesure, je vais rajouter mes tranches de gruyère. C'est que je passe à travers les trous et petit à petit, plus j'avance dans le processus des erreurs qui se succèdent, plus le retour en arrière va être difficile, plus je vais me rapprocher de cette zone de crash ou de cette zone d'accident. Bien entendu, au moins la 4e erreur, il y en a certainement d'autres qu'on aurait pu décortiquer. La 4e erreur importante, et là, elle est endogène et exogène, c'est qu'il y avait un sous-dimensionnement notoire de nos bailouts qui rendait difficile la remontée, au moins en tout cas sans mutualiser nos gaz. Donc voilà, j'ai au moins 4 erreurs successives qui fait que ça va commencer à devenir compliqué si j'applique pas la procédure. Parce que bien entendu, là, j'ai indiqué la zone de crash, mais la zone de crash, on ne sait jamais à quel moment elle se situe. C'est une zone qui est un petit peu théorique.
Donc, à ce moment-là, je me rends compte de la situation, donc j'ai une bonne conscience de la situation, je décide d'une procédure de secours, je passe sur bail-out. Et puis, comme vous avez vu sur la photo, mon binôme était juste à côté de moi, on a pu décider de la mutualisation des gaz. Alors ça, c'est deux procédures de contournement de la problématique qui me permettent d'éviter cet accident. Sauf qu'il ne faut pas oublier que non plus vos procédures de contournement peuvent aussi générer des erreurs en elles-mêmes parce qu'il y a d'autres facteurs, et en particulier des facteurs exogènes ou endogènes qui vont se rajouter. Là, en particulier, la bonne conscience de la situation ou simplement le simple fait de passer sur bail-out est sujet au stress. On est dans un milieu profond, pas beaucoup de lumière. Le courant apparaissait juste parce qu'on était au bout de Little Brother. Donc là, il y a une notion de stress qui aurait clairement pu changer à la fois la conscience de la situation et la facilité passage sur bail-out. En ce qui concerne le respect du binôme et la mutualisation des gaz, ben là, encore une fois, on est arrivé sur la zone où il commençait à y avoir beaucoup de courant, donc on aurait pu rompre notre binôme. Et là, du coup, la procédure aurait été beaucoup plus compliquée et le contournement qui permettait d'éviter l'erreur aurait été un petit peu plus difficile à maintenir. Vous voyez, c'est important de faire ça. Et je pense que le grand message, c'est que dès que vous sentez que vous avez fait une erreur, dès qu'il y a une procédure qui a été inadéquate, il faut impérativement prendre le temps de faire un très bon débriefing pour essayer de décortiquer tous ces éléments, pour essayer à chaque fois de discuter des meilleures procédures de contournement que vous pourriez utiliser et aussi à chaque fois pour revenir sur chacune de ces étapes pour essayer de faire en sorte de mettre des garde-fous et de faire en sorte que ces tranches de gruyère-là ne surviennent pas à l'avenir. Mais il faut aussi vraiment accepter ça. Pour accepter de faire un débriefing, il faut accepter qu'on fait tous des erreurs en permanence, que ces erreurs, elles sont nombreuses et qu'elles sont fréquentes, mais aussi que cet enchaînement d'erreurs est unique et c'est pour ça qu'il faut à chaque fois les débriefer parce que deux accidents du même type ne seront pas forcément toujours dus aux mêmes causes. Voilà. Et puis qu'en plus, toutes ces erreurs ne conduisent pas à un accident. Et c'est aussi pour ça que certains accidentologues suggèrent même de systématiquement faire des débriefings, même quand la procédure de plongée s'est parfaitement bien passée. Et puis, j'espère que là, vous aurez aussi compris le fait que de dire simplement, comme je l'ai entendu, ben non, moi, je n'aurais pas fait comme ça et je n'aurais pas eu d'accident, ben, c'est totalement faux parce qu'il n'y a pas deux enchaînements d'erreurs qui vont mener à l'accident qui sont totalement similaires. Il vaut mieux avoir une approche un petit peu ouverte et décortiquer les éléments les uns après les autres pour s'en rendre compte. Voilà, cette chaîne d'erreurs, elle est vraiment unique. Et ça n'est que parce que vous débriefez vos erreurs, ça n'est que parce que vous débriefez cet enchaînement de choses que vous allez pouvoir apprendre de vos erreurs. C'est l'analyse, la compréhension et la discussion des méthodes de contournement qui vous permettent de changer à la fois de votre zone de confort, de petite plongée dans laquelle vous vous sentez bien, vers une zone d'apprentissage, puis vers une zone d'expérience. Il ne faut pas non plus oublier, et ça on l'a vu sur la petite plongée potentiellement accidogène dont je vous ai parlé, c'est le résultat d'une action, et en particulier quand on pense qu'elle peut amener un accident, ça n'est pas uniquement lié aux compétences techniques que vous avez. Bien entendu, vous ne pouvez pas vous lancer dans une plongée sans avoir les compétences techniques nécessaires. Mais il faut aussi accepter le fait que le risque d'accident est lié au contexte. Il est lié à un contexte, l'eau est claire, l'eau est sombre, vous êtes en contexte professionnel, vous êtes en contexte loisir, et tout ça va forcément modifier le risque engendré par votre action. Puis, il faut aussi accepter le fait que c'est une fonction du hasard, alors hasard au sens français ou chance, mais aussi hasard au sens américain qui veut dire risque. Et puis au final, c'est aussi le résultat, c'est la fonction de compétences non techniques, et en particulier dans les compétences non techniques, c'est la capacité de rebondir face à un accident non prévu, en particulier dans des conditions de stress ou des conditions de pression extérieure. Et donc, encore une fois, il ne suffit pas de dire « moi, je n'aurais pas fait comme ça » quand on n'est pas confronté à la situation pour résoudre réellement le problème. Donc ça, c'était le focus essentiel sur la notion d'erreur, vraiment comprendre qu'il va falloir débriefer tout ça pour essayer de gagner de l'expérience, pour essayer de trouver des solutions de comportement adaptées. Parce que ce qu'on veut par derrière, c'est prendre la bonne décision. Et pour prendre une bonne décision, comment on fait? Donc, pour éviter les erreurs, il faut d'abord visualiser, il faut intégrer les notions qu'on a face à nous, il faut les analyser de façon correcte. Et grâce à ça,
on a une bonne conscience de la situation et grâce à cette bonne conscience de la situation, on peut prendre une bonne décision, entre guillemets. Mais on sait aussi que cette bonne conscience de la situation, il y a plein de ce qu'on appelle des démons. Et en particulier, là, je ressors un exemple classique, ce qui m'évitera d'en parler plus tard, c'est ce qu'on appelle le préjugé du tressaillant. Et en particulier en plongée, quand on est en plongée profonde ou qu'on est un petit peu inexpérimenté, ce qu'on a plutôt tendance à voir toujours, c'est le tressaillant, c'est ce qui est devant nous en évidence. Ben, c'est le beau poisson qui passe par derrière, en oubliant par derrière des éléments qui sont certainement plus importants, mais qui vont passer un petit peu inaperçus. Et ça, c'est d'autant plus vrai qu'il y a des pressions extérieures, le froid, le stress, le courant, mais aussi la pression de nos binômes qui nous attendent à l'autre bout alors qu'on est resté focalisé sur quelque chose ou des gens qui poussent par derrière. Et donc, ce préjugé du tressaillant est un facteur accidentogène majeur, juste parce qu'on oublie, par exemple, de regarder son manomètre. Alors, comment est-ce qu'on va prendre notre décision une fois qu'on a eu une conscience de la situation adéquate? Il y a beaucoup de travaux de psychologie cognitive qui ont travaillé sur le sujet et qui disent que finalement, cette prise de décision, elle se fait à l'aide de deux systèmes réflexifs, ce qu'on appelle le système 1 et le système 2. Moi, je préfère le résumer en le lièvre et la tortue, parce que c'est vraiment, à mon avis, plus illustratif, plus démonstratif de ce qu'on veut dire par le système 1 et le système 2. Alors, le système 1 de prise de décision, c'est le système rapide. C'est comment faire face à un accident ou à quelque chose d'imprévu rapidement. Donc, c'est basé sur des compétences, c'est des routines, des automatismes. On n'a pas besoin de beaucoup d'attention. Il y a quelque chose qui se passe, je réagis. C'est action-réaction. C'est aussi beaucoup lié à l'expérience. Et puis, le système 2, c'est un système qui est plus basé sur des compétences et qui, lui, par contre, va nous permettre d'improviser dans des environnements non familiers ou des situations accidentogènes qui sont un petit peu différentes. Et ça va nous permettre aussi de prendre des décisions qui nous permettent de contourner des routines ou des règles quand on sent que ça ne va pas bien. Et en fin de compte, une bonne prise de décision, c'est toujours l'association de ces deux systèmes de décision, système 1, système 2, action-réaction ou système réflexif, avec aussi tout un système de prise de décision entre les deux qui est là clairement basé sur des règles, sur des procédures, sur l'application de checklists. Et donc, vous voyez que ce n'est pas uniquement basé sur « j'ai appris quelque chose, je l'applique », c'est beaucoup plus compliqué que ça, la prise de décision. Il faut aussi jamais oublier le fait que prendre une décision, c'est vrai, mais on n'a jamais qu'une seule décision à prendre. Et on sait aussi en psychologie cognitive qu'il est totalement impossible de réaliser plus de 7 actions simultanées. Or, par exemple, si je reprends l'enchaînement des erreurs de plongée de tout à l'heure, finalement, j'ai quelque chose qui se passe, donc il faut que je m'en rende compte, c'est déjà une action. Après, il faut que j'analyse ce qui se passe, c'est une deuxième action. Après, il faut que je la comprenne, c'est une troisième action. Après, il faut que je ferme mes robinets, c'est une quatrième action. Et vous voyez que petit à petit, vous arrivez très, très vite à ce seuil, à ce nombre de 7 actions simultanées qu'on n'est pas capable de réaliser. Et le risque par derrière, surtout quand il y a du stress, surtout quand il y a des pressions extérieures, c'est qu'on soit en situation de surcharge cognitive. Et là, quand on est en situation de surcharge cognitive, c'est nos systèmes de prise de décision qui commencent à devenir défaillants. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il va toujours falloir essayer de procédurer au maximum toutes nos actions. Alors, il y a 2 modélisations essentielles pour essayer de bien prendre des décisions dans toutes les activités à risque. Le grand classique, c'est le modèle de Hensley, qui est un modèle qui avait été beaucoup développé par la NASA. C'est bonne perception des éléments, bonne compréhension, je me projette sur ce que je vais faire, je prends la décision, je décide de mon action. Alors ça, c'est la version simplifiée parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais moi, j'aime mieux, je préfère ce modèle qui est beaucoup plus simple, qu'on appelle le modèle du OODA Loop, 2ODA, qui est un modèle qui a été développé dans les années 50 par l'US Air Force pendant la guerre de Corée pour les pilotes qui commençaient aux premières actions à risque et ils commençaient à piloter des avions à réaction qu'ils ne maîtrisaient pas forcément. Donc, c'est j'observe, je fais tourner ma boucle en permanence, j'observe, je collecte, j'analyse mes données, j'oriente mes actions, j'interprète leur sens, je prends les bonnes décisions, j'agis, et puis surtout bien comprendre le fait que cette roue, elle doit tourner en permanence, et systématiquement, je dois réobserver, je dois me réorienter, je dois redécider, je dois agir, et qu'en permanence, nos actions, elles doivent bouger. Donc ça, c'est un modèle qu'on doit
essayer d'appliquer le plus possible dans toute action de plongée pour essayer en permanence de rester vigilant, pour essayer de prendre les meilleures décisions possibles. Parce qu'on sait aussi en accidentologie que par contre 88% des accidents graves, quel que soit le domaine, que ce soit dans l'aviation civile, dans le nucléaire, mais aussi dans toutes les activités sportives à risque, elles sont liées à une méconnaissance ou une mauvaise appréciation de cette situation. Alors pour ceux qui veulent travailler sur la conscience de la situation et pour bien vous rendre compte de tout ce que je vous ai dit auparavant, je vous invite, pour ceux qui ne connaissent pas l'expérience, à aller sur YouTube et à regarder l'expérience du Invisible Gorilla qui va bien vous décortiquer de façon un peu plus ludique, en tout cas tout ce que j'ai dit auparavant, et qui va bien vous faire comprendre que même sur des choses très très simples, on manque beaucoup d'informations et donc du coup, on peut complètement passer à côté de ce qu'on veut faire. Et puis, c'est d'autant plus difficile qu'il y a ces fameux 7 démons de la conscience de la situation. Alors, j'ai déjà parlé du préjugé du tressaillant, mais il y a la tunnelisation, en particulier quand on est un peu narcosé et qu'on a une vue un peu limitée. Il y a plein d'autres choses, le piégeage de la mémoire, le raisonnement en dehors de la boucle, l'importance des facteurs stressants extérieurs, ça j'en ai déjà beaucoup parlé, le courant, le froid, les pressions extérieures. Et puis, il y a surtout pour la plongée, la normalisation de la déviance, qui est un démon essentiel qui peut vraiment perturber votre bonne conscience de la situation. Alors, qu'est-ce que c'est que la normalisation de la déviance? Alors, j'ai 2 petits exemples que j'adore. C'est lors d'un vol, j'allais donner des cours en Tunisie dans un centre de simulation. Et puis, je vais boire un verre d'eau à côté des agents de cabine. Et puis, je vois ça. Donc, ça, c'est la porte principale de l'avion. Qu'est-ce que je vois? C'est les bagages de l'équipe de cabine posés directement devant la porte d'évacuation. Sauf que vous savez tous qu'on ne doit jamais rien mettre devant la porte parce que si on l'encombre et qu'il y a un moindre accident, on ne va pas pouvoir évacuer. Mais la normalisation de la déviance, c'est que comme ce vol se passe bien en permanence tous les jours, petit à petit on dérive et puis on oublie que ça pourrait mal se passer, donc on encombre notre issue de secours. Parce que l'accident ne va pas arriver, ou qu'on présume qu'il ne va pas arriver. Dans le vol, une autre normalisation de la déviance. Ça faisait 1 heure qu'on volait, ça faisait 1 heure qu'on était en zone de turbulence, ça faisait 1 heure que le signal attachez vos ceintures était toujours allumé et le personnel de vol était d'ailleurs assis sur son siège et ne nous servait pas à boire. Mais au bout d'un certain temps, les turbulences ont commencé à cesser, puis les gens spontanément, sans s'en rendre compte, se sont levés, puis ils se sont mis à papoter les uns avec les autres. Et cette gentille dame, elle est restée 1/4 d'heure discuter avec ses copines, sauf que le signal de ceinture allumée était toujours allumé, le personnel de vol était toujours éteint, était toujours assis, parce que pour les pilotes, il y avait toujours un risque de turbulence, donc il y avait un risque d'accident. Voilà, ça c'est une autre normalisation de la déviance. Ce vol-là s'est très très bien passé, mais petit à petit, on a dévié. Il y a un exemple qui est célèbre en plongée de normalisation de la déviance qui malheureusement s'est mal passé puisque le plongeur est décédé. C'est Doug Deep qui était un chirurgien stomato-américain. Donc là, c'est vraiment l'extrême de la normalisation de la déviance. Après seulement 2 années d'expérience, il réalisait déjà des plongées à plus de 100 mètres, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et après seulement 6 plongées au-delà de 200 mètres, ce qui commence déjà à poser de gros soucis, il a décidé de battre le record mondial de profondeur. Donc, ça fait avec une expérience de plongée très courte. Et il n'a pas décidé de le battre de 2 mètres, il a décidé de le battre de 40 mètres et de passer de 330 mètres à 370 mètres. Donc, pourquoi? Parce que tout s'était bien passé, parce qu'il avait un cursus fulgurant, il était monté qu'il considérait lui comme de l'expérience en très très peu de temps et puis malheureusement il n'est jamais remonté de sa descente et on ne sait même pas d'ailleurs s'il est descendu jusqu'à 370 mètres. Vous savez donc le record il n'est peut-être pas actuel, il est peut-être à 334 maintenant, mais on est très très loin de ce que lui avait projeté de faire avec une absence totale d'expérience. Et le problème, en plus, dans cette normalisation majeure de la déviance, c'est que par derrière, il y avait toutes ces WAFOS, toutes ces pressions extérieures. Donc, il avait un groupe Facebook avec plus de 365 000 groupies
qui n'arrêtait pas de vanter ses mérites en disant c'est le meilleur plongeur mondial, il va battre. Voilà. C'est que vous voyez qu'en plus, là, il y avait une conjonction de plein de démons qui faisait que sa conscience de la situation elle était extrêmement altérée, mais elle était altérée pour lui, mais elle était également altérée pour toute son équipe parce qu'il avait quand même une équipe technique de plus de 12 personnes qui clairement était totalement à côté de la plaque parce qu'il s'était laissé embarquer dans cette normalisation de la déviance. Et la normalisation de la déviance, bah, c'est un peu ce qui est schématisé là. Au début, on utilise de façon systématique une planification, un briefing, une checklist, un débriefing. Et puis donc, du coup, on respecte notre planification, donc on est assez loin du risque d'accident. Et puis petit à petit, bah, on va supprimer une étape. Bah, je planifie un peu moins parce que j'ai envie de m'amuser. Je vais sauter une étape de briefing. Sur ma checklist, bah, je vais sauter une ou deux. Et puis petit à petit, la normalisation de la déviance nous fait avancer vers la gauche, c'est-à-dire on dévie de la sécurité vers notre bénéfice personnel et on se rapproche de plus en plus de la zone d'accident. Et bien entendu, cette zone d'accident elle est totalement théorique. On ne sait pas à quel niveau se situe cette zone d'accident. Toujours aussi sous l'influence de pressions extérieures qui sont multiples, hein, l'argent pour un centre de plongée, le temps, l'équipement, les collègues, on se sent bien à l'aise avec eux ou pas, et puis la pression des groupes sociaux. Très rapidement sur les checklists, je l'ai dit déjà, éviter un accident, ce n'est pas uniquement une question d'expérience, c'est le crash du B-17 qui est à l'origine des checklists dans l'aviation. C'est un très bon exemple puisque le pilote qui s'est crashé, c'était le pilote le plus expérimenté de toute l'US Air Force. Il avait déjà volé plus de 40 fois sur ce modèle spécifique et pourtant, ils sont tous morts simplement au décollage parce qu'ils avaient changé un bouton qui maintenaient les aérofreins et donc ils se sont crashés malheureusement. Et c'est ce qui a vraiment conduit à l'utilisation de la checklist. Alors la checklist dans l'aviation, elle a très peu évolué. Ça reste toujours une checklist assez sommaire. On ne s'intéresse qu'aux facteurs importants, les plus accidentogènes. Et par exemple, j'ai certains de mes collègues qui se moquent souvent de moi parce que j'ai toujours ma checklist suspendue sur mon recycleur. Il me dit oui, mais on s'en souvient très bien. Quand on a beaucoup d'expérience, on va forcément s'en souvenir. Oui, c'est certain, j'ai l'habitude d'apprendre plein de choses par cœur bêtement, sauf que je sais que pertinemment que si je ne suis pas scrupuleusement les lignes les unes après les autres, petit à petit, je vais avoir tendance à dévier et à louper une ou deux étapes. Alors ça se passe quasiment tout le temps bien, sauf le jour où ça se passe mal et où je peux rentrer dans cette chaîne délétère. Un tout petit mot sur le travail en équipe. C'est certain qu'on travaille toujours mieux en équipe. C'est-à-dire que si on a un bon binôme, qu'on est bien mutualisé, on va forcément améliorer notre conscience de la situation, simplement parce que, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas faire plus de 7 actions chacun. Si on se focalise sur des choses différentes, on a un champ de perspective qui est beaucoup plus large. Et donc, déjà, on peut voir des choses beaucoup, beaucoup plus. Mais il ne faut pas non plus oublier que la performance d'une équipe, elle est toujours reflétée par le maillon le plus faible, surtout quand on est dans des plongées, dans des palanquets assez étendus. Il faut forcément tenir compte de l'expérience la plus faible qui va conditionner votre risque. Le risque dans une palanquée, ce n'est pas forcément celui qui a la plus grande expérience. Il peut être généré essentiellement par celui qui a l'expérience la plus faible. Donc, il faut vraiment que pour que cette équipe soit fonctionnelle, il faut que tout le monde fasse attention à ces différents maillots. Donc, juste pour terminer, bon, le briefing, on l'a déjà beaucoup vu, l'importance de ce briefing avec Julien. Les checklists, le travail, la communication d'équipe, j'en ai très peu parlé. Le débriefing, il est essentiel. Le débriefing et en particulier le débriefing de ses erreurs, même quand on n'a pas généré des accidents. Et puis, donc, on a un plan au départ, on respecte toujours ce plan. C'est le meilleur moyen d'éviter cette zone d'accident qu'on ne connaît pas et puis, bien entendu, l'entraînement. Voilà, et puis juste pas oublier qu'il faut toujours penser à une porte de sortie, même si on espère ne jamais en avoir besoin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Erwan, pour cette présentation. Alors, j'ai eu plusieurs messages en privé soulignant la qualité de cette présentation sur ce sujet. Et je crois qu'il y a également des questions sur le chat. Donc, je vais laisser Bruno et Thierry interagir. Ah, il y a même un génial qui sort. Voilà. Alors, on a une intéressante, la question est la suivante. Est-ce que la surcharge cognitive peut mener à la panique?
Ah oui, très clairement. Quelle que soit l'expérience, quelle que soit expérience de la personne, alors évidemment, une personne plus expérimentée va avoir moins tendance à avoir de la surcharge cognitive, va avoir moins tendance à paniquer. Mais oui, effectivement, et c'est le risque monstrueux. Et dès qu'on est paniqué, quel que soit notre niveau d'expérience, on peut avoir des attitudes déviantes. Ok, merci. Bon, a priori, pas d'autres questions. Hein. Il témoigne bien de la clarté de cette présentation, monsieur. Merci beaucoup. Merci.